Bon ben, bienvenue à la rencontre à Philippe Corcuff. Je suis ravi donc qu'il a accepté notre invitation de parler de son travail et puis aussi en particulier de cet ouvrage où est placée la critique sociale. Philippe Corcuff est maître de conférence de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon et membre du laboratoire CERLIS à Paris-Descartes et au CNRS. Il travaille notamment sur la sociologie et l'épistémologie des sciences sociales, ainsi que sur la philosophie, et il a des engagements militants et politiques importants dont on parlera sûrement. Je ne vais pas citer tous ses ouvrages, il a publié à peu près une vingtaine d'ouvrages, dont justement Où est placée la critique sociale, Penser le global au croisement des savoirs en 2012, c'est l'ouvrage en question pour aujourd'hui, mais pas uniquement. Je soulignerai également en 2012 La gauche est-elle en état de mort cérébrale, notamment pour la puissance du titre et puis la prise de position. Et étant donné qu'il est là, je vais signaler également Domination et émancipation pour un renouveau de la critique sociale. C'est un débat organisé et présenté par Philippe Corcuff entre Luc Boltanski et Nancy Fraser et qui est en train d'être traduit en anglais et sortira probablement l'année prochaine ou dans les années à venir. Donc la première question que je voulais formuler pour vous concerne justement les enjeux de votre pratique théorique, qui est à la fois une pratique de réflexion et de recherche en sciences sociales, et aussi une pratique politique de militants engagés dans les luttes matérielles, de savoir comment, de votre point de vue, le militantisme se rapporte à des projets de recherche en sciences sociales, et de savoir de façon plus large l'importance de la question et de la pratique de la critique telle que vous l'entendez dans vos travaux et plus précisément dans cet ouvrage. Oui, donc en fait il y a une tradition historique en France et souvent à l'étranger, on a l'impression que c'est toujours le cas, où il y aurait un lien entre l'activité intellectuelle et l'engagement politique. Cette tradition qui a été incarnée, disons, par des grands noms de Sartre, disons, à Foucault ou Pierre Bourdieu, en fait est en train de s'estomper en France parce que le travail universitaire est saisi par des formes de spécialisation et d'ultra-spécialisation académique. Et donc il y a une perte de cadre global de la pensée, et il y a un repli des universitaires sur l'université, et une moins grande implication, disons, dans les associations, les syndicats, les luttes sociales, les partis politiques. Or moi, dans mon parcours, il se trouve que j'ai été militant à partir du lycée, à la fin des années 70, avant d'être universitaire, et que j'ai gardé toujours ce lien, disons, entre une activité militante qui a varié, hein, parce que je suis passé dans mes plus jeunes années de la social-démocratie, le Parti socialiste, à aujourd'hui un engagement dans une des plus vieilles organisations anarchistes en France, la Fédération anarchiste. Et j'ai fait beaucoup d'organisations politiques, de syndicats et d'associations en 40 ans de militantisme. Donc j'ai maintenu ce lien à la fois, disons, en étant, disons, fidèle à ce que m'a enseigné Pierre Bourdieu, c'est-à-dire l'idée d'une certaine autonomie de l'activité dans les champs universitaires, et en même temps la nécessité de passage entre des engagements dans la cité et cette activité, disons, universitaire. Et c'est pour ça que ce livre est largement basé sur un dialogue entre, disons, des questions, disons, proprement académiques, soit d'épistémologie des sciences sociales, soit de théorie sociologique ou de théorie politique, et puis une série, disons, d'engagements ou de problèmes qui sont nés de mon implication, notamment dans une série de luttes, notamment le mouvement, disons, altermondialiste, et aujourd'hui le mouvement libertaire en France.
Voilà, donc je pense les choses de manière à la fois avec une autonomie. L'activité proprement scientifique ou théorique ne doit pas dépendre des engagements, disons, dans la cité. Il doit avoir son autonomie avec des dynamiques propres d'élaboration. Et en même temps, pour moi, l'engagement dans la cité ne doit pas être simplement une illustration, une diffusion de choses qui ont été produites dans le monde académique. Ce qui suppose une double éthique, en fait. Une éthique du travail professionnel bien fait dans le milieu académique et une éthique du respect des militants. Il y a beaucoup d'académiques qui utilisent les milieux militants comme des terrains qui leur permettent d'avancer dans la carrière universitaire. Donc ce n'est pas très éthique du point de vue de la logique militante. Bon. Et donc il faut tenir à la fois une éthique militante et une éthique professionnelle d'intellectuel. Voilà un peu comment je vois ce passage entre les deux aspects, qui sont aussi deux aspects de mon existence. C'est intéressant parce qu'en fait, au lieu de mettre ces deux sphères ensemble ou de les garder complètement séparées, il y a une tentative, comment dire, de préserver l'autonomie de deux sphères, la sphère intellectuelle d'une part, ou scientifique, et puis la sphère du militantisme. Pourquoi, pour vous, est-ce important de faire ces doubles gestes, de les garder à part, tout en créant des passerelles entre les deux? Parce qu'il y a plein d'autres modèles qui consisteraient à dire que, bon, par exemple, le monde intellectuel est déjà un monde politique, hein, donc on ne peut pas les séparer, par exemple. Ou l'instrumentalisation du champ scientifique pour le militantisme, ou vice-versa, parfois. Donc pourquoi, dans votre cas, cette cartographie-là est importante? Parce que, en fait, c'est lié à une dimension biographique et en même temps une histoire politique et intellectuelle de la France. C'est-à-dire que quand je commence à militer assez jeune en France, j'ai commencé à faire ma première grève en France à l'âge de 13 ans. C'est tard. C'était en 1973. C'était une grève du collège? C'était au collège et c'était une grève nationale contre une loi d'un ministre sur la question des sursis militaires, ce qu'on appelait la loi Debré. Et donc... la loi Debré? Debré, oui. Debré. C'était, disons, un des ministres, disons, de Georges Pompidou. Et quand j'ai commencé à militer, j'ai milité en fait dans un cadre marxiste. Et je suis resté marxiste jusqu'au milieu des années 80, jusqu'à ma rencontre avec Bourdieu qui m'a fort heureusement fait sortir du marxisme. Mais pas de Marx complètement. Or, ce que j'ai connu à la fin des années 70, c'était une vision totalisante et instrumentale de la connaissance. C'est-à-dire, on adhérait dans une organisation trotskiste, maoïste, stalinienne ou autre, et on avait tout ensemble, la philosophie, la science, le parti, le programme, et tout était ensemble et d'une certaine façon instrumentalisé par des directions d'organisation. Et donc, j'ai, à partir de là, accordé une grande importance aux analyses de Bourdieu sur l'autonomie des champs intellectuels, avec cette idée que c'était une mauvaise chose à la fois pour l'action et pour le travail intellectuel, cette espèce de fusion. À cette époque, sous dépendance de la politique. J'ai rencontré aussi, puisque j'étais inséré dans les milieux militants, des tentations dans le milieu académique qui étaient, pour trouver des terrains, comme on dit, notamment en sociologie, d'instrumentaliser, disons, les milieux militants, simplement pour avoir des terrains et pour après faire carrière. Donc c'est une autre façon, disons, de fusionner d'une certaine façon, mais là, sous la logique du pouvoir académique, et pas du pouvoir politique, ou du micro-pouvoir politique. Et donc, c'est à partir de cette double expérience qu'il m'a semblé que l'autonomie était une bonne chose des deux côtés, d'autant plus que je réalisais ma thèse, c'était un travail d'ethnographie. J'ai passé 5 ans dans un syndicat de cheminots, d'agents de la SNCF à Bordeaux. Donc j'étais devenu, disons, quasiment pendant 5 ans une sorte de membre de ce syndicat de cheminots. Donc en France, les syndicats de cheminots,
c'est un peu l'avant-garde du mouvement ouvrier, les éléments les plus dynamiques, souvent, historiquement. Et je me suis mieux rendu compte de la différence entre les logiques pratiques de l'action, dont j'avais connaissance théoriquement, avec notamment la théorie de la pratique de Bourdieu, et je le sentais mieux à travers cette enquête, et des différences avec la logique de réflexivité, disons, du milieu universitaire, donc les différences de registre et de rapport à l'action qui étaient engagés dans les deux cas. Et la façon dont les connaissances n'avaient pas exactement le même sens et le même usage dans les deux cadres. Bien après, j'ai repris la notion de jeu de langage chez Wittgenstein, mais cette idée que les jeux de langage sont inscrits dans des formes de vie et des formes d'activité différentes. Bon. Et même si ces jeux de langage apparaissent être les mêmes, par exemple, il pouvait y avoir des mots marxistes utilisés dans le milieu militant et des mots marxistes utilisés dans le milieu universitaire, en fait, c'est pas exactement le même sens quand on se trouvait dans les deux cadres, dans les deux formes de vie, dans les deux formes d'activité. Donc, peu à peu, j'ai approfondi cette idée d'autonomie. Autonomie, c'est pas indépendance, avec des intersections, nécessairement. Autonomie ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intersection. Et puis, en même temps, je me suis rendu compte qu'avec l'effondrement universitaire du marxisme, quand j'ai commencé à la fin des années 70 à militer, en fait, le marxisme était hégémonique dans l'université française, on peut dire, et que au début des années 80, vers 83, 84, il s'était complètement effondré, c'est devenu une forme marginale. Il n'y a jamais eu d'enquête suffisamment sérieuse ou un travail suffisamment approfondi pour voir comment cette forme hégémonique s'est effondrée en si peu d'années, en tout cas dans le milieu universitaire. Et avec cet effondrement du marxisme, s'est développé des formes d'ultra-spécialisation des savoirs, parce que c'était quand même un cadre globalisant de pensée critique. D'autres formes de cadres globalisants n'ont pas vraiment remplacé. Et donc, on a connu un moment plutôt de dissociation du lien entre activité intellectuelle et activité militante. Très fort. Le moment le plus fort, ça a sans doute été les années 80, qui ont été les moments les plus... Et puis on a eu une amorce de réassociation, justement, avec les grandes grèves de 1995 en France. Et ces grandes grèves et ces grandes manifestations ont vu s'opposer deux camps intellectuels. Une pétition, d'ailleurs beaucoup signée par des intellectuels qu'on croyait être des intellectuels de gauche qui ont soutenu le projet gouvernemental du président Chirac et d'Alain Juppé, et puis la pétition de soutien aux grévistes et aux manifestants, disons, incarnée par Pierre Bourdieu, qui a segmenté, disons, l'espace intellectuel. Et là, on a eu un début de réamorce d'un lien avec, quelque temps après la création d'Attac, l'émergence du mouvement altermondialiste, etc. Donc on a eu des éléments de réassociation, mais fragiles. Ce qui domine quand même le milieu universitaire français, c'est l'ultra-spécialisation, la méfiance à l'égard de l'engagement, et l'idée scientiste qui domine que l'engagement est une pollution pour l'activité intellectuelle. Ça, c'est quand même ce qui domine l'université française aujourd'hui. C'est sûr. Venons-en peut-être aux enjeux spécifiques alors de cet ouvrage, parce que, étant donné cette distinction entre les deux sphères autonomes mais pas indépendantes, il me semble que cet ouvrage s'inscrit donc directement dans le champ des recherches scientifiques. En même temps, l'enjeu principal, me semble-t-il, c'est de repenser les outils conceptuels de la pensée critique et de réinventer en quelque sorte des méthodologies pour faire comment appeler ça, enfin, pour créer une pensée à partir évidemment d'un certain nombre de traditions, de réflexion en sciences sociales et humaines qui reprend en charge la pensée critique. Donc j'aimerais bien savoir comment déjà, par rapport à ce que vous venez de dire,
vous situez cet ouvrage par rapport à ces traditions-là, et pourquoi il fallait renouveler ou repenser la question de la critique sociale dans le champ scientifique. Bien, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'ouvrage se situe bien dans la tradition de la théorie critique, disons, de type Adorno, Horkheimer, hein, et du lien posé par la théorie critique et l'école de Francfort entre l'activité critique et l'horizon d'émancipation. Ce qui suppose, disons, un certain lien entre la sociologie critique, en tout cas, et la philosophie politique, qui dans la spécialisation se préoccupe des dimensions, disons, normatives par rapport à l'action, ou assume ces dimensions normatives. Donc ça se situe dans ce cadre, mais avec une nouveauté, c'est-à-dire qu'avec l'effondrement du marxisme et avec d'autres facteurs, on a connu une sorte de dissociation de la critique et de l'émancipation. Alors, le mouvement de spécialisation des savoirs est un élément important, puisque justement, dans la spécialisation des savoirs, la critique est en général réservée à la sociologie, et l'émancipation à la philosophie politique, une partie de la philosophie politique. Puisque, disons, la majeure partie de la philosophie politique était plutôt, en tout cas, telle qu'elle s'est développée dans les années 80, était plutôt une philosophie politique libérale qui tournait autour des discussions en France, autour de Rawls et autour d'Habermas. Donc il y a eu séparation, et en fait, il y a quasiment plus de sociologues qui parlent d'émancipation. Et il y a eu un faible rapport entre philosophie politique et sociologie critique. Du point de vue de la sociologie critique, parce qu'il y a certaines illusions scientistes, hein, j'appelle scientisme l'illusion d'indépendance. Hein. Je pense qu'il y a une autonomie de l'activité scientifique, mais qu'il y a souvent une illusion d'indépendance. Et l'illusion qu'il n'y a pas de présupposé dans l'activité scientifique. Donc il y a la philosophie politique, selon ces illusions scientistes, serait quelque chose qui ferait intervenir, disons, du normatif là où il n'y a que du scientifique. Bon, donc c'est plutôt mal, y compris pour les sociologues critiques, c'est-à-dire une bonne partie, Bourdieu c'est plus compliqué, ça dépend des moments, mais une bonne partie de l'école bourdieusienne en sociologie est très scientiste. Et un de ceux qui a le plus, disons, depuis le métier de sociologue, là, le grand livre d'épistémologie de Bourdieu, Chamboredon et Passeron, a marqué, disons, le scientisme comme un élément fort avec cette idée de rupture épistémologique, de sociologie spontanée, de rupture nécessaire avec les savoirs des acteurs, etc. Donc on a cette séparation tendancielle. Et du côté de la philosophie politique, c'est pour ça que dans le livre, je prends un site qui est un des sites importants pour la pensée critique, c'est l'opposition entre Pierre Bourdieu et Jacques Rancière. Parce que d'un côté, on a une sociologie critique qui développe principalement la logique scientifique et qui hésite devant la question de l'émancipation. Il y a une petite zone sur la question de l'émancipation chez Bourdieu, une petite zone. Et elle est chez Bourdieu, elle disparaît quasiment dans l'école bourdieusienne. Et on a connu, disons, dans l'évolution de Rancière, en tout cas à partir du spectateur émancipé, la peur que la théorie critique, disons, empêche la question de l'émancipation, enferme les dominés dans une sorte de fatalité de la domination. Et donc, on a explicitement dans le spectateur émancipé un appel à ce que la philosophie de l'émancipation rompe avec la théorie critique. Donc là, on a un site assez intéressant parce qu'on a une sociologie scientifique critique et une philosophie de l'émancipation qui refuse d'être critique.
Et donc voilà, le problème était de comment réassocier ça à partir des débats des sciences sociales, à partir de l'épistémologie des sciences sociales, pour rendre recevable une réassociation des deux par rapport à cette dissociation, qui soit acceptable du point de vue, disons, des chercheurs en sciences sociales en France par rapport à leur cadre épistémologique, etc. Donc c'est pour ça que mon livre s'adresse plutôt aux chercheurs en sciences sociales de ce point de vue. Quelques années après, j'ai publié un autre livre, Enjeux libertaires pour le XXIe siècle, qui est un livre de philosophie politique anarchiste, donc là qui développe plutôt le volet philosophie politique, mais qui est en fait emboîté avec l'autre, hein. Les deux vont ensemble d'une certaine façon. Et là qui s'adresserait plutôt à la philosophie politique, voilà, en tenant compte de cette séparation. Donc c'est parce que c'est dissocié critique et émancipation que s'est posé la question de comment trouver des voies contemporaines liées au débat existant dans les sciences sociales par rapport à la culture des sciences sociales actuelles de réassociation. Très bien, donc est-ce qu'on pourrait résumer en disant alors qu'il s'agit d'une part de prendre les ressources laissées de côté en quelque sorte par la sociologie critique d'une pensée de l'émancipation, tout en pensant l'émancipation à partir de cet héritage de Rancière, mais sans tourner le dos à la critique. Donc de renouer en fait ce qui a été laissé de côté, abandonné, séparé, etc. Et si oui, après, on aimerait bien, et ça c'est, je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui aimeraient bien intervenir à ce propos, autour de la question de l'émancipation. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'émancipation? Pourquoi l'émancipation est-elle si importante? Pourquoi l'émancipation et pas la libération, la révolution, la résistance? Ou est-ce qu'on peut utiliser aussi ces autres termes? Donc comment faire justement pour lier votre pensée sur l'émancipation à des questions, à la notion de la critique, hein. Comment renouer en fait ce qui a été abandonné, laissé de côté, etc. Oui, donc il s'agit bien d'essayer de récupérer une partie de l'élan critique qu'on trouve chez Pierre Bourdieu, chez d'autres, et disons de la façon dont Rancière a thématisé la question de l'émancipation, et de résoudre par exemple des problèmes théoriques simples pour les chercheurs en sciences sociales. C'est-à-dire que Rancière l'indique bien dans un entretien, il pointe bien à une vision des choses, c'est-à-dire que les théories critiques ont tendance, à partir des incapacités des acteurs et de l'inégalité, et les théories de l'émancipation ont tendance à partir des capacités des acteurs et de l'égalité. Et donc, le problème, dans une discussion que j'essaye de faire avec Bourdieu et Rancière, c'est comment de nouveaux modèles en sciences sociales peuvent partir en même temps des capacités, des incapacités. Et notamment les incapacités sont liées au fait de choses qui sont pointées. Il y a des très beaux passages dans la méditation pascalienne de Bourdieu sur la façon dont la domination en fait paralyse les capacités, notamment sous la forme de la honte, du rougissement, donc des choses qui viennent du corps et qui ne sont pas contrôlées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capacité, mais que ces capacités peuvent être, disons, altérées à un moment donné ou figées. Et donc comment partir des deux? Et donc c'est un enjeu pour les sciences sociales, parce que c'est vrai que tendanciellement aujourd'hui on a des recherches qui partent plutôt des capacités, ou des recherches, des compétences, etc. Et plutôt des recherches qui partent des incapacités, de l'inégalité. Donc ça c'est un enjeu. Alors comme un autre point important avec une philosophe avec qui je travaille beaucoup, Sandra Laugier, et d'utiliser aussi beaucoup les cultures populaires, moi je préfère appeler les cultures ordinaires. Dans le livre, j'essaye de montrer comment une chanson de Michel Jonas de 1975, qui est très populaire en France, qui s'appelle « Les vacances au bord de la mer », nous donne un modèle qui nous permet d'associer Rancière et Bourdieu. Et que parfois la culture populaire peut nous donner des clés théoriques
que ne pensent pas à avoir les théoriciens qui sont pris dans des polarisations. Ce n'est pas la première fois que j'essaye de faire ce type de travail à partir de chansons, de films ou de séries télévisives. Alors, la question de l'émancipation, justement, c'est celle qui est dans l'histoire de la pensée critique et l'histoire des mouvements sociaux, ce qui est le plus en rapport avec, comme horizon alternatif, avec la question de la domination. Parce qu'il s'agit bien donc d'émancipation de la domination. C'est d'abord travailler avec cette idée de Kant dans le célèbre texte sur qu'est-ce que les Lumières, la sortie de l'état de tutelle, donc la question des tutelles, la sortie des tutelles, et après ces tutelles, cette sortie d'état de tutelle ont permis de développer, par exemple, c'est des gens comme Castoriadis, l'idée d'autonomie. Hein. Et donc, je me situe plutôt dans cette tradition, la critique de la domination, des tutelles et la question de la sortie de l'état de tutelle. La sortie de l'état de tutelle relevant à la fois, ayant des dimensions à la fois, disons, individuelle et collective. Entre parenthèses, une partie de mon travail ces dernières années, j'ai publié un chouette texte de Marx il y a 3-4 ans, commenté. C'est de montrer comment, en fait, la question de l'individualité et de l'individualisme est une des questions centrales de Marx, qui a été escamotée par les marxistes, disons. Très peu. Juste un petit peu pour les traducteurs. D'accord. Donc la question de l'individualité est une question centrale pour Marx. Disons, il y a très peu qui l'ont vu, un philosophe comme Michel Henry, disons à la fin des années 70. Mais la question de la subjectivité individuelle est centrale chez Marx et les marxistes l'ont passé sous silence. Donc émancipation individuelle et collective, dans les milieux libertaires aussi, mais on trouvera ça dans d'autres courants des mouvements sociaux. Et auto-émancipation. Hein, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, qui est les statuts de la première internationale ouvrière. C'est écrit par Marx, mais c'est partagé aussi par Bakounine, par les Proudhoniens, etc. C'est cette idée que l'émancipation individuelle et collective doit être une auto-émancipation. C'est le verbe pronominal en France, s'émanciper. Hein, on s'émancipe. Et c'est pas du tout le verbe transitif émanciper, émanciper par d'autres. Hein, quelqu'un m'émancipe. Bon. C'est très important parce que une bonne partie de l'histoire des mouvements sociaux, c'est des mouvements sociaux, des organisations politiques qui se réclament de l'auto-émancipation, du s'émanciper, et qui subrepticement vont réinstaller des tutelles, avant-garde révolutionnaire, partis, politiciens professionnels, hommes providentiels, etc., qui vont nous faire passer du côté de l'émanciper, au sens de on est émancipé par d'autres. Bon. Donc, c'est cette tradition de l'émancipation. Elle a des rapports avec d'autres notions, elle n'est pas antagonique avec d'autres notions, avec la notion de résistance qui est davantage travaillée par Michel Foucault, parce que dans l'émancipation, il y a la dimension de résistance, mais dans l'émancipation, il y a, disons, l'idée au moins d'un horizon alternatif, global. Elle est en rapport aussi avec la notion de révolution sociale. Mais la difficulté à utiliser le mot révolution, c'est que le mot a changé de sens, disons, au cours du XXe siècle par rapport à son usage au XIXe. C'est-à-dire que la révolution sociale au XIXe, c'est la sortie, en tout cas de la domination imposée par le capitalisme. Au XXe siècle, ça devient un débat stratégique sur les moyens. Et donc, tout le monde est pour la révolution sociale, mais il y a ceux qui sont pour la voie parlementaire, on les appelle les réformistes, et ceux qui sont pour des moyens, disons, insurrectionnels, on les appelle les révolutionnaires. Et donc le débat devient un débat sur les moyens stratégiques, et donc aujourd'hui, révolutionnaire est très associé à ce débat. Or, il me semble que ce débat est devenu un faux débat, que ni les réformistes ni les révolutionnaires n'ont permis de sortir du capitalisme, et que donc il y aurait intérêt à revoir ce débat stratégique.
Donc c'est pour ça que c'est très ambigu ce mot révolution, parce que quand on l'utilise, on ne sait pas si on l'utilise au sens de révolution sociale ou au sens de révolutionnaire contre réformiste. Et donc si, d'une certaine façon, on acquiesce à cette partition entre révolutionnaire et réformiste. Mais ça, émancipation, ça a à voir avec la notion de révolution sociale. Comme tous les mots anciens, ça indique un processus, ça indique pas nécessairement, disons, un état achevé. Et donc c'est plutôt un processus, un travail, qui peut impliquer des ruptures, hein, des ruptures significatives, dans des cadres sociaux qui permettent de poser les choses différemment, mais ça pose l'idée d'une sorte de processus infini à une échelle individuelle et collective, avec toujours la possibilité que ressurgissent de nouvelles tutelles, et donc de nouvelles formes de domination. Si on a d'entre vous qui veulent intervenir sur la question de l'émancipation, la domination, en anglais ou en français, oui? Sure. Just following up on the conversation. So to situate Speak my as question- loudly as possible. Sure. So to situate my question, let me first say that I'm thinking specifically of the work of Walter Mignolo, who, if I remember correctly, is a sociologist by training, who distinguishes emancipation and liberation at both the conceptual and the practical levels, argues that emancipatory discourse both proposes and presupposes changes within a system that doesn't question the logic of coloniality, end quote, and defends that what is needed instead is a liberatory discourse that, quote, remaps the logic of emancipation. So given that you're interested in interrogating and reimagining the software of our thinking, our conceptual and epistemological pipelines, I'm interested to know why, again, on this train of thought, why you invoke the concept of emancipation, which, as you stated, you concede is related to the thinking of people like Kant and Robespierre. Sur la fin, Sur la fin, c'est surtout, l'émancipation, c'est une question sur la colonialité. Enfin, ce n'est pas forcément une remise en question de la colonialité, alors que la libération, au moins telle qu'elle a été pensée par Mignolo, c'est le cas. Et donc, pourquoi penser l'émancipation à partir de la tradition de Kant rancière, plutôt que par rapport à Mignolo, la colonialité, etc. oui, donc pour la question, en fait, pourquoi je préfère émancipation à libération, c'est que je ne sais pas quoi faire du concept de liberté, et qu'il est difficile d'utiliser libération sans liberté. C'est-à-dire qu'il y a le danger dans la question de la liberté d'une substance qui serait possédée à un moment donné. On serait libre, et ça amène à énormément d'apories autour d'une philosophie du sujet dont je ne sais pas trop quoi faire. Même si libération, c'est un peu différent de liberté. Et donc, le mouvement émancipation, il y a l'idée de rupture avec un état de tutelle. C'est pour ça que il me semble que émancipation peut tout à fait, disons, avec des reformulations, disons, s'adapter à des cadres de tutelle différents. Que ce soit le cadre de la domination masculine, que ce soit le cadre de l'oppression coloniale ou postcoloniale, d'une variété de tutelles qui sont imposées. Et donc se pose bien la question du rapport entre des tutelles, des dominations, et une sortie de ces dominations, par rapport à un cadre qui soit une société, en tout cas un horizon de société alternative de non-domination. Ce qui est important, à mon avis, dans la reconceptualisation d'émancipation, c'est, et moi je l'ai fait à partir de Pierre Bourdieu, c'est de partir de l'idée qu'il y a une pluralité de domination, et pas une seule. C'est-à-dire par rapport à la théorie critique,
disons, de l'école de Francfort, ne pas partir simplement de la question du capitalisme, mais de partir d'une pluralité de domination par rapport auquel se pose la question de l'émancipation. Ça, il me semble que ça permet d'intégrer énormément de pensées sur d'autres formes de domination que celle du capitalisme, que la domination de classe, et que la façon, disons, occidentale de penser l'émancipation à partir des Lumières. En sachant d'une certaine façon, mais je ne l'ai pas fait complètement dans ce livre, mais j'en ai fait dans un autre livre qui s'appelait La Société de Verre, ce que j'ai appelé des lumières tamisées, c'est que la reformulation de formes de lumière aujourd'hui suppose de prendre en compte la part d'ombre des lumières, c'est-à-dire dont la façon du discours de l'émancipation a couvert une série de formes de domination. La domination masculine, la domination coloniale, mais l'esclavage, mais aussi, si on suit Adorno Horkheimer, la façon dont la rationalité des Lumières a un rapport, pas exclusif, mais un rapport avec le totalitarisme. Je crois qu'Agathe avait aussi... C'est sur la question de domination. En fait, merci de nous rencontrer. Ce soir, j'ai beaucoup aimé le chapitre et je suis d'accord avec vos analyses diagnostiques du moment... Parle aussi fort que possible. Du moment critique contemporain. Mais sur la question de domination, parce que je pense que vous avez raison que la critique sociale a perdu un petit peu de ce langage de domination, d'émancipation en faveur et en direction de langage de capacité, de joie. Je sais que vous-même êtes critique de la travail de Art Guéméry sur cette question. Et je suis très sympathique à ce projet. Mais je voulais vous demander, je sais que vous avez déjà parlé un petit peu, mais avec quel concept de la domination travaillez-vous? Par exemple, vous avez dit, vous avez mentionné la domination masculine, et c'est ce texte de Bourdieu que je connais bien, et que comme femme, il n'y avait pas de sortie dans ce texte pour les femmes. Ça veut dire que la domination était tellement un habitus très deep, on dirait en anglais, et il n'y avait pas beaucoup d'espace pour l'agence individuelle ni collective dans ce texte qui me paraît. Et je pense que je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette critique de la notion de domination dans les textes de Bourdieu, dans laquelle je pense que la critique sociale a fait des avancements dans le terrain de l'agence, des capacités. Donc je voudrais vous questionner sur ce point-là. D'accord. Alors, mon point de départ pour penser la pluralité des dominations, parce que c'est le point de départ de ma formation, et d'une certaine façon le passage du marxisme à quelque chose d'autre, c'est Bourdieu. Mais en même temps, je suis rentré dans mon itinéraire intellectuel dans Bourdieu et je suis presque sorti de Bourdieu immédiatement, puisque j'ai immédiatement travaillé dans cette école avec Luc Boltanski dans ce qui s'est appelé la sociologie pragmatique. Donc qui était une sociologie en fait qui pendant un certain temps s'est concentrée sur les compétences et les capacités, mais avec un problème qu'on a commencé à se poser plus tardivement en oubliant la domination. Et donc on se retrouvait dans cette forme où partir des capacités, mais alors oublier les inégalités et la domination, ou partir des incapacités et de la domination, mais oublier les capacités. Bon. Et donc je retiens au moins trois choses des critiques de Bourdieu, en tout cas dans l'ère post-bourdieusienne qu'on a connue en France. La critique d'abord de deux, le co-auteur des premiers livres de Bourdieu, Jean-Claude Passeron, et puis un de ses collaborateurs, Claude Grignon, dans un livre très important qui s'appelait Le savant et le populaire en 1989, qui ont fait une critique de ce qu'ils ont appelé le dominocentrisme ou légitimisme chez Pierre Bourdieu. C'est-à-dire le fait de ne voir les pratiques
des dominés que sous l'angle de la légitimité dominante, et donc de ne voir les pratiques des dominés que comme un manque. Bon. Et donc il y a cette première critique du dominocentrisme, bon, qui fait comme si en fait les dominés étaient toujours sous le regard des dominants. La deuxième chose, c'est les apports de la sociologie pragmatique. Peut-être que cette question se pose différemment en fonction des situations d'interaction. Il y a des situations, par exemple des situations officielles face à des agences bureaucratiques, une agence de l'emploi par exemple, une caisse d'allocation familiale, etc., où les personnes sont sous le regard des dominants et contraints fortement par la domination. Et puis il y a des espaces, dans un bistrot, etc., ailleurs, où cette domination n'existe pas, elle peut même s'inverser entre dominant et dominé. Pardon. Et donc il y a la variable situationnelle qui est importante et qui a apporté la sociologie pragmatique. La sociologie pragmatique apporte aussi l'idée de compétence, de capacité, et puis elle apporte aussi quelque chose d'autre, c'est que tout dans l'existence, dans les aspects multidimensionnels de la vie, ne se réduit pas à l'ombre portée de la domination. C'est-à-dire qu'il y a des formes de coopération, de confiance, de civilité entre les personnes qui ne sont pas que l'expression de la domination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la domination dans la vie sociale. Hein, c'est ce que montre bien, je reviens à la chanson de Michel Jonas, parce que c'est un bon exemple à mon avis, Les vacances au bord de la mer. C'est une chanson qui explique comment des gens qui n'ont pas d'argent vont passer l'été au bord de la mer et voient les autres dépenser leur argent alors qu'eux, ils n'ont rien. Bon. Et en même temps, il y a dans la chanson la façon dont, quand même, cette expérience provoque des expériences esthétiques et de la joie qui ne se réduisent pas à la question du manque. Et donc de l'ombre portée de la domination. Donc, mon usage de Bourdieu de la notion de domination, elle passe à travers, disons, cette critique post-bourdieusienne, soit le volet Grignon et Passeron, soit le volet Boltanski et Thévenot. Bon. Et donc, ce qui rend plus facile, disons, la question de l'association avec la question de l'émancipation. Parce que, de ce point de vue, Rancière a en partie raison, c'est-à-dire que la domination peut être si forte chez Bourdieu que même quand il affirme que l'émancipation est possible, on a l'impression qu'on ne peut jamais en sortir. C'est aussi ce qu'on trouve, est-ce que des critiques bien Rancière dans la pensée situationniste de Guy Debord. Hein, cette idée que toute tentative des dominés pour sortir de la domination est interprétée comme une récupération par le système. Et donc si tout est récupéré par le système, en fait toute résistance est en fait une fonctionnalité de la domination. Et donc finalement on peut jamais en sortir. Et donc c'est quelque chose, disons, de comparable qu'on trouve chez Bourdieu, et notamment qui va exprimer dans son livre la distinction avec la notion d'allodoxia. L'allodoxia, pour Bourdieu dans la distinction, c'est la façon dont les dominés se saisissent de mots des dominants, croient se libérer, mais en fait s'enfoncent dans la domination. Et Rancière va, dans le Philosophe et ses pauvres, utiliser la notion d'allodoxia aussi, mais va le changer complètement en disant l'émancipation, c'est justement la façon dont les dominés se saisissent des mots des dominants pour en faire autre chose et pour construire en partie leur émancipation. On voyait bien les deux aspects pour la même notion d'allodoxia. Bon. Et donc, il y a nécessité de sortir, oui, du postulat qui est une tentation chez Bourdieu de l'aliénation généralisée totale. Est-ce qu'on peut creuser justement par rapport à cette dernière question? Ça précise bien votre rapport à Bourdieu et la question de la domination. Du côté de Rancière, je suis curieux de savoir à quel point il faudrait aussi prendre en compte un certain nombre de critiques de sa pensée de l'émancipation. Parce qu'il y a aussi chez lui l'idée déjà que la politique est rare, c'est chose exceptionnelle. La politique
Parce que de toute façon, l'émancipation et la politique, ils ne les distinguent pas vraiment. Enfin, il y a des flottements et des glissements entre ces deux termes-là. La politique est aussi intermittente. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui s'installe. Dès que la politique s'installe, ça devient de la police. Donc, il y a une conception intermittente et rare de la politique comme reconfiguration d'un partage du sensible donné, et donc aussi la question, pas uniquement de réduire la politique à quelque chose de flagrant qui arrive comme ça et qui disparaît aussitôt, mais aussi la dépendance de la politique ou de l'émancipation de la police. C'est-à-dire que pour se manifester, pour reconfigurer la police ou un ordre donné, il faut être en quelque sorte parasitaire de la police, de son discours, etc. Donc, est-ce qu'il faut aussi justement prolonger, justement comme vous avez prolongé les critiques post-bourdieusiennes de Bourdieu, est-ce qu'il faut faire la même chose par rapport à Rancière et votre pensée de l'émancipation? Oui, j'ai pas tellement développé, mais c'est un élément, disons, important. En fait, la vision de Rancière est une vision assez mélancolique de l'émancipation, d'une certaine façon qui est impossible. Elle est rare, elle est intermittente, et en fait, on ne peut pas sortir de la domination. On peut simplement l'interrompre momentanément. C'est ça. Et donc, il y a une évolution, disons, très mélancolique du rapport à l'émancipation, qui n'est plus un horizon global de possibilités, en tout cas d'un état de non-domination. À mon avis, c'est une erreur et, comment dire, il y a intérêt à davantage, là, essayer de faire le lien entre une pensée de l'émancipation reconfigurée et une pensée des résistances chez Michel Foucault. Pourquoi? Parce que des résistances, il y en a tout le temps. Parce que dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la résistance. En fait, la résistance, elle est constante. J'ai été un peu plus loin, parce que c'est pas développé là, mais j'ai fait il y a quelques années ce qu'on appelle une étude de réception en sociologie, c'est-à-dire que j'ai interrogé des gens qui regardaient une série télévisée américaine en France qui s'appelait Ali McBeal. J'ai fait une centaine d'entretiens et ce que j'ai vu à travers ces entretiens, c'est que il y a dans les intimités, disons, de nos contemporains, dans beaucoup d'intimités, beaucoup d'éléments anticapitalistes, contrairement au postulat d'aliénation généralisée. C'est-à-dire qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes et surtout de femmes, parce qu'il y avait plus de femmes qui regardaient ce programme, l'idée qu'une vie réussie est une vie amicale ou une vie amoureuse réussie est une vie débarrassée de la notion d'intérêt. C'est une vie authentique est une vie débarrassée de l'intérêt. Donc ça veut dire qu'une vie authentique, ou la vie la plus importante, le sens plus important de la vie, est une rupture avec les valeurs du capitalisme. Donc il y a en fait dans les intimités contemporaines, à mon avis, ce que j'appelle des imaginaires utopiques, qui sont, disons, en rupture avec des valeurs de la société capitaliste. Ces imaginaires utopiques ne sont pas vécus par les personnes comme politiques, mais comme quelque chose d'intime. Donc c'est pour ça que je parle de pré-politique. Ils ne sont pas vécus comme politiques en général. Mais il est intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la critique sociale et à l'émancipation que finalement beaucoup de nos contemporains, dans leur fort intérieur, regardent de manière critique la situation de leur vie et vont se servir comme étalon plus ou moins explicite ou implicite de leurs insatisfactions, de leurs frustrations, quelque chose qui a un appui éthique en rupture avec le cadre dominant de la société capitaliste.
Les anticapitalistes s'en foutent complètement, puisque la plupart des marxistes et des anticapitalistes croient que tous les gens sont aliénés. Donc ils ne vont pas chercher dans l'intimité des personnes quelque chose qui serait un point d'appui à leur rupture avec le capitalisme. Et donc ils ne politisent que le collectif, ce que j'appelle la domination du logiciel collectiviste. Et donc c'est du pré-politique qui pourrait être politisé et qui n'est pas politisé le plus souvent. Mais c'est intéressant par rapport à Rancière. Pourquoi ? Parce que, au contraire, là, il y a des potentialités d'émancipation qui sont au cœur de la vie quotidienne, au cœur de la vie ordinaire, qui ne sont pas vécues comme politiques, qui ne sont pas construites comme une globalité politique, mais qui sont un appui à une politisation. Donc il y a besoin de faire une critique de cette idée de la rareté ou de l'intermittence ou de l'interruption simplement chez Rancière. Il y a aussi sans doute à rompre avec la vision gauchiste de l'institution comme mal. C'est-à-dire qu'avec la dichotomie police-politique, on voit bien que police, c'est pas terrible. Et donc que toute institution est vue comme quelque chose de répressif. Donc ça, c'est typiquement l'imaginaire gauchiste. C'est-à-dire, l'effervescence, c'est la seule forme positive, et l'institution, c'est la routine, c'est l'habitude. En fait, d'une certaine façon, c'est la chute dans le péché. Cette notion, elle est très, à mon avis, son origine intellectuelle est dans la critique de la raison dialectique de Sartre et dans l'opposition que fait Sartre entre l'idée de pratico-inerte et l'idée de groupe en fusion. Le pratiquaire inerte, c'est la chute. Et d'une certaine façon, donc, la vie quotidienne et la vie ordinaire, c'est de la chute. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui s'élève. Bon. C'est une pensée très religieuse, à mon avis, potentiellement. Donc, il me semble que Rancière, d'une certaine façon, sous des formes différentes, comme Négri, comme Badiou, comme toute cette génération gauchiste, est pris dans cette logique. Il me semble qu'il y a un modèle alternatif qui est celui de Castoriadis. Puisqu'il y a chez Castoriadis un rapport dialectique entre instituant et institué, qui n'est pas l'idée que l'instituant c'est le mal, l'institué c'est le mal et l'instituant c'est le bien, mais qu'il y a des passages entre les deux, une sorte de vie qui peut permettre de reconfigurer les institutions, etc., avec des effets, etc. C'est pourquoi, avec Luc Boltanski, au grand étonnement de Nancy Fraser, qui est assez favorable à l'État, dans le petit livre là, on défend l'idée d'une société avec des institutions mais sans État. Donc l'idée que l'anarchisme, c'est pas l'absence d'institutions, c'est justement cette dialectique de l'instituant et de l'institué, mais par contre c'est la rupture avec l'idée qu'il y ait une forme, disons, hiérarchique qui intègre l'ensemble des institutions dans une verticalité, ce qu'on appelle l'État moderne. Ça vaut la peine peut-être justement de préciser, et on avait d'autres questions justement sur l'héritage marxiste, parce que finalement tous ces auteurs-là, Castoriadis, Rancière et les autres, Bourdieu aussi, ils ont été marqués par la tradition marxiste et ils ont pris aussi leur distance de diverses façons. Et je crois que Yeta, do you want to formulate the... Point about domination and emancipation. I guess it's a clarificatory question. Yeah. It seems to me, and I guess let me know if this is correct, that domination and emancipation do not stand in a relationship in which we need to end domination for something like emancipation to be a possibility, but rather they're coexistent constantly. And if that is the case, then is the kind of political praxis that you're talking about one in which the goal becomes enlarging emancipation. So it seems to me that emancipation and domination for you seem to be coexistent constantly, perhaps. I just want to clarify if that's the case. C'est clair que c'est juste si la domination et l'émancipation sont tellement reliées qu'elles sont en quelque sorte co-constitutives. Et donc le projet, c'est d'élargir l'émancipation, mais sans jamais pouvoir abolir la domination. La question
de l'émancipation est une question, disons, elle est nécessairement en lien avec la domination. C'est là où il y a une faille de Rancière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans Le Spectateur émancipé, il dit qu'on doit abandonner la théorie critique. Et pourtant, il garde l'émancipation. Et donc, s'il n'y a plus de domination, on s'émancipe de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un lien nécessaire, on s'émancipe d'une domination. Bon. Donc il y a un lien logique entre les deux concepts. Hein. On s'émancipe d'eux. Est-ce que ça veut dire que, dans la reconfiguration que je pense, est-ce que ça veut dire que on ne touche pas à la domination ou la domination ne peut pas être abolie? Si on reprend l'idée marxiste, dans la vision marxiste, il y a l'idée d'un État, enfin d'une situation où la domination était abolie. Hein. Enfin, avec cette idée qu'en abolissant le capitalisme, on va abolir l'ensemble des dominations. J'abandonne pas complètement cette idée, mais je le constitue comme horizon. C'est-à-dire que l'émancipation, c'est un détachement ou un arrachement. Mais si on confronte la pensée de l'émancipation du mouvement ouvrier, l'émancipation socialiste, avec la question de la domination masculine, avec le colonialisme, le postcolonialisme, le racisme, bon, l'homophobie, etc., on voit bien que les outils d'émancipation qui ont été constitués par rapport au capitalisme ont rendu possible que se développent d'autres formes de domination, sous couvert de l'émancipation. Que dans ce mouvement d'émancipation vis-à-vis du capitalisme, il y avait beaucoup de domination. Sur le site libertaire que je co-anime Grand Angle, on a récemment fait un long séminaire qui a été retravaillé par les membres, d'anciens membres d'un groupe trotskiste qui s'appelle Lutte ouvrière en France, qui ont pu être 10 ans, 15 ans, 20 ans membres de ce groupe. Ils ont fait une auto-analyse critique de leur situation et ils montrent comment c'était l'enfer de la domination dans ce groupe qui visait à l'émancipation. C'est un exemple. C'est un exemple un peu extrême, ce groupe. Mais disons qu'il y a beaucoup de sectes maoïstes, trotskistes, etc. qui ressemblent à ça. Donc il y a bien cette idée qu'on doit prendre en charge la possibilité que renaissent des formes de domination, que le combat contre la domination n'est pas achevé, donc ne pas se donner la proclamation d'un état de non-domination, mais un horizon de non-domination, plutôt qu'un état qui pourrait être réalisé où il n'y aurait plus de domination. Voilà. S'il suppose certaines conditions sociales, c'est-à-dire à la fois il y a de l'émancipation individuelle qui est possible, là on peut avoir des discussions avec Foucault, parce qu'en fonction des textes de Foucault, il y a l'idée qu'on peut avoir d'une certaine façon une émancipation individuelle sans passer par une émancipation des cadres collectifs contraignants. Donc, mon point de vue reste l'idée que l'émancipation individuelle, elle est limitée à partir du moment où on ne touche pas aux structures sociales contraignantes. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, mais qu'elle reste limitée. Et que donc, l'émancipation suppose à la fois une action individuelle de travail sur soi, mais aussi, disons, une action collective. Donc voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est pas l'idée, c'est pas complètement l'idée qu'on ne touche pas à la domination ou que finalement elle demeure, mais c'est l'idée que l'arrachement à la possibilité de la domination est infini. Est-ce que ça veut dire alors, parce qu'on voulait préciser aussi votre rapport à la tradition marxiste, comme je disais tout à l'heure, et notamment à la question de la totalité. Et il me semble, à juger de ce que vous venez de dire, que vous ne pensez pas, il n'existe pas uniquement une seule forme de domination, telle que le capitalisme, il y a plusieurs formes de domination, et du coup, la libération totale d'une seule forme de domination est impossible. Enfin, il n'y a pas de révolution qui arriverait à abolir complètement la domination. Et donc une espèce de déplacement d'un monde
et bon, évidemment, je devrais dire, c'est le marxisme un peu vulgaire, mais bon, l'idée de une domination et une libération totale de la domination, c'est plutôt une multiplication de sphères de domination liées, me semble-t-il, à donc une multiplicité de formes d'émancipation. Est-ce bien, est-ce que ça capte bien votre rapport à ce niveau-là à la question de la totalité chez Marx, pour faire vite, très très vite? Oui, enfin, il y a deux choses. Il y a l'idée que il faut en finir avec l'idée de totalité, dont le dernier grand penseur, à mon avis, est Hegel, et donc on va trouver en fait des traces de ça chez Marx. Mais c'est des traces surtout implicites, c'est pas une construction systématique d'une certaine façon. La totalité est présente chez Marx comme un élément implicite souvent dans les textes. Cette totalité, elle a deux aspects. Elle a un aspect, disons, j'appellerais épistémologique et ontologique. Un aspect ontologique, c'est-à-dire en tant que de conception de l'être, disons, c'est l'idée que les choses fonctionnent comme un tout. C'est que les choses sont interdépendantes, comme on dit, qu'elles font système. C'est-à-dire que tout est relié. Bon, hein. Donc cette idée de système. Et on abat le système et on abat le tout. Bon. Ça, c'est l'idée que l'être... Alors, évidemment, moi j'introduis toute une série d'auteurs qui viennent plutôt de la tradition phénoménologique, que ce soit Merleau-Ponty ou Lévinas, qui introduisent au contraire des ruptures dans la totalité et qui introduisent de l'aléatoire. Bon. Et deuxièmement, il y a l'aspect épistémologique, c'est-à-dire cet être qui fonctionne comme un tout, je peux le connaître totalement par des concepts. Les deux ne sont pas nécessairement emboîtés, souvent ils sont emboîtés, chez Hegel ils sont emboîtés, mais on pourrait dire que chez Kant, c'est pas emboîté, justement, en fait. Les choses fonctionnent comme un tout, mais du fait des limites de la connaissance humaine, je ne peux pas les connaître totalement. Donc les deux, le niveau ontologique et le niveau épistémologique, ne sont pas nécessairement emboîtés, ils sont souvent emboîtés. Donc il y a nécessité de rompre avec ça, d'autant plus que chez des penseurs comme, alors encore Castoriadis, je dirais, Negri, Bourdieu, etc., il n'y a plus la totalité, mais il y a ce que j'appelle la nostalgie de la totalité. Donc on a beaucoup de pensées critiques aujourd'hui qui sont dans la nostalgie de cette totalité. Et donc le défi qui me semble être, que j'essaye de développer un peu dans le livre, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir une pensée du global qui ne soit pas une pensée du total, mais qui ne soit pas non plus l'émiettement postmoderne. Une espèce de miettement infini du sens. Ni le grand récit, ni la multiplication infinie des récits. Bon. Donc c'est mon hypothèse. Bon. À partir de là, là-dedans s'inscrit évidemment cette idée qu'il y a une pluralité de domination, et aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans la vie sociale, il n'y a pas que de la domination. Par exemple, pensons, et je vois ça en sociologue, mais pensons au fait que dans beaucoup de relations quotidiennes, ne serait-ce que quand vous allez chez votre boulanger ou chez votre boucher, etc., une bonne partie des relations entre les personnes suppose des relations de confiance qui ne sont pas des relations capitalistes. C'est-à-dire que si on enlevait dans la vie sociale tout ce qui concerne les relations de confiance entre les gens, d'une certaine façon, le capitalisme s'effondrait, parce que le capitalisme s'appuie sur un substrat non capitaliste. C'est-à-dire une socialité qui est basée largement sur des relations de confiance entre les personnes, mais qui ne sont pas des valeurs capitalistes. Donc il y a aussi donc, des choses qui ne sont pas de la domination dans la vie sociale. Par contre, il faut éviter, à partir de là, c'est parfois certaines problématiques en termes d'intersectionnalité et domination, de reconstituer une totalité, une sorte d'interdépendance où on aura mis toutes les dominations articulées dans un cadre préétabli. Quand les marxistes aujourd'hui se saisissent de l'intersectionnalité, ils ont tendance à faire ça. On va mettre le rapport de classe, les rapports de genre, etc. Tout est emboîté par avance dans un schéma transcendant, indépendamment des pratiques des acteurs. C'est pour ça que dans un texte que j'ai fait il y a 2 ans sur un groupe qui pose beaucoup de discussions en France, qui a amené le débat post-colonial au départ, les indigènes de la République, mais qui l'a amené de manière très régressive, puisque à l'idée marxiste d'une contradiction principale sur la contradiction capital-travail,
il a substitué l'idée qu'il y avait une contradiction principale qui est la contradiction postcoloniale et raciale, et que toutes les autres sont secondaires. Donc ils ont repris l'élément marxiste de manière caricaturale, mais avec le postcolonial, en faisant donc des dimensions de classe, de genre, etc., des éléments secondaires. Bon. Contre cette architecture, j'ai défendu cette idée d'une immanence à boussole. Alors qu'est-ce que ça veut dire, immanence à boussole? Ça veut dire que les résistances à la domination, les formes de domination sont bien immanentes, elles sont bien surgies de la vie quotidienne et de nos pratiques. Donc on ne doit pas partir d'un schéma préétabli du rapport, d'une cartographie préalable des rapports entre les dominations, mais que dans les rapports entre les différentes dominations et donc dans les rapports entre les différentes émancipations, on a besoin d'une boussole. Une boussole, c'est quoi? C'est déjà une idée qui ne n'est pas des pratiques immédiates. C'est l'idée qu'il y a plusieurs dominations. Ça fait partie de la boussole. C'est que l'émancipation est souhaitable. C'est pas quelque chose d'évident. Hein. Et donc c'est ça que j'appelle immanence à boussole contre, disons, la réintroduction dans certains discours sur l'intersectionnalité d'une nouvelle forme de transcendance. Bon, creusons peut-être davantage, et si vous voulez intervenir encore une fois autour de Marx, c'est la question de la totalité. Et il me semble qu'il y a aussi, il y a des marxistes, et je pense notamment à ceux et celles qui sont engagés, par exemple, dans des luttes anticoloniales, qui diraient que ce n'est pas les marxistes qui proposent une analyse totale ou totalisante, c'est le capitalisme qui est un système total qui essaie de tout unifier, en fait, sous son pouvoir. Et donc, sur le plan ontologique, ce n'est pas une postulation ontologique, c'est une description ontologique de quelque chose qui s'impose depuis quelques siècles. Et puis, sur le plan épistémologique, il y a aussi, il y a beaucoup d'exemples. La lettre sur la Russie de Marx, par exemple, ou d'autres, où Marx est très clair lui-même. Il y en a d'autres dans la tradition marxiste ou marxienne, où Marx lui-même explique qu'il ne s'agit pas d'une histoire générale du capital. Enfin, ça dépend toujours des cas. Et il faut toujours faire une analyse matérielle des configurations spécifiques. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, parce que quand même on voit bien dans votre travail que vous êtes inspiré à la fois d'une tradition quelque part marxienne et anarchiste, est-ce qu'il y a des éléments à récupérer justement de cette tradition, comme vous l'avez fait pour Bourdieu, la sociologie critique d'une part, et pour Rancière et la pensée d'émancipation de l'autre? Oui. Alors, c'est vrai que c'est un argument fort des marxistes de dire que ce n'est pas les marxistes qui unifient, c'est le capitalisme. Mais c'est parce qu'ils ont tendance, j'avais développé ça aussi dans un séminaire organisé par les apatistes, un séminaire international au Chiapas, qui était sur l'hydrocapitaliste, c'était le thème du séminaire. Et moi, au contraire, mon point de vue était que l'hydrocapitalisme n'existe pas et que, en fait, le capitalisme est fragile. Le capitalisme est fragile. Et que ce qui crée, disons, l'impression de force du capitalisme, c'est que les critiques du capitalisme ont tendance à surévaluer la force du capitalisme et à sous-estimer ses fragilités. Et donc les marxistes ont tendance à se donner un être capitaliste qui a tendance à dominer tout et ne voit pas ce qui dans la société, dans une formation sociale, reprenons une catégorie intéressante de Poulantzas notamment, dans une formation sociale, il n'y a peut-être pas que du capitalisme. Ça c'est Castoriadis. Voilà. Non. Enfin, l'idée de formation sociale, c'est plus, disons, quelque chose de Poulantzas, mais cette idée que une société, c'est une formation, c'est-à-dire que c'est un ensemble historique qui accroche des éléments, disons, hétérogènes. Bon. Alors, dans le cas de marxiste de Poulantzas, ça voulait dire que ça accroche pas simplement le mode de production capitaliste, mais d'autres formes. Mais on peut élargir à d'autres formes de domination, disons. Hein. Donc, si on ne se donne pas ce capitalisme comme omniscient, évidemment, on ne va pas le faire comme unificateur. Et si on ne croit pas qu'il a unifié, ceux qui disent ça pensent que les téléspectatrices et téléspectateurs que j'ai interrogés, qui regardaient la série Ali McBeal, bon,
France. La plupart de ces marxistes considèrent que en fait, ces personnes étaient aliénées et que ça fait partie de l'unification de la domination du capitalisme, de l'imaginaire américain sur le monde, etc., etc., et que tout ça s'est rentré dans les têtes et que en fait, le capitalisme est dans les têtes des gens et que heureusement il y a des révolutionnaires qui sont là pour enlever les mauvaises idées de la tête des gens pour mettre les bonnes idées. Évidemment, une fois qu'on est dans ce schéma, c'est foutu pour l'auto-émancipation. Donc, si on ne conçoit pas cette idée-là, on a du jeu. Ça ne suppose pas de ne pas garder la critique du capitalisme de Marx comme, disons, logique d'accumulation illimitée du capital, qui est une des tendances principales de nos formations sociales. Bon, cette critique, elle demeure juste. L'idée aussi qu'il y a chez Marx, pas chez tous les marxistes, que le capitalisme est principalement constitué par des contradictions. Et c'est parce que le capitalisme est constitué de contradictions qu'on peut en sortir. Parce que s'il était homogène, on ne pourrait pas en sortir. Donc avec l'idée de contradiction, chez Marx, il y a l'idée d'émancipation. Les marxistes ont surtout insisté sur la contradiction capital-travail. Dans mon travail, disons sociologique, j'ai essayé de développer une autre notion qui est ce que j'appelle la contradiction capital-individualité. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction aussi entre le capitalisme et l'individualité. Et que les individualités blessées dans le capitalisme sont une des sources de la mise en cause du capitalisme. Que les altermondialistes ont développé l'idée de contradiction capital-démocratie, donc voilà une nouvelle fragilité, une nouvelle contradiction du capitalisme, et que les écosocialistes ont développé l'idée d'une contradiction capital-nature. Voilà une quatrième contradiction, zone de fragilité du capitalisme. Donc cette idée de contradiction du capitalisme élargie aussi reste un élément important, mais sans, disons, l'omniscience. Bon, ma critique de la totalité, elle doit beaucoup à un philosophe qui n'a pas grand-chose à voir avec Marx, bien que de temps en temps, il écrit quelques passages plutôt favorables à Marx et Emmanuel Lévinas. Et on peut dire quel est en fait le grand apport d'Emmanuel Lévinas à la philosophie, et pourquoi il a intitulé un de ses principaux livres Totalité infinie, donc c'est une critique de la totalité. C'est parce que, d'une certaine façon, il va considérer que l'être ne fonctionne pas totalement comme un tout et ne peut pas être totalement connu. Il va dire que la philosophie occidentale, les sciences sociales ont construit des intelligibilités partielles, mais qu'il y a quelque chose qui résiste. Prenons un exemple que je prends souvent. Pour Lévinas, disons, l'être c'est comme une baignoire. La philosophie occidentale a cru qu'elle avait fait le tour de la baignoire en ayant le concept de baignoire, et que la baignoire c'est quelque chose qui fonctionne comme un tout. Et l'apport de Lévinas, c'est un petit apport. C'est un petit apport, l'apport de Lévinas, c'est qu'il met en évidence qu'il y a un petit trou dans la baignoire. Une petite fuite. C'est ça qu'il appelle le visage d'autrui. Et donc il y a quelque chose qui échappe à la totalisation. De la totalisation comme ontologie, la totalisation comme épistémologie. Bon. Et donc on peut tout à fait penser que la critique du capitalisme de Marx produit une intelligibilité partielle, intéressante de nos formations sociales, sans nécessairement adhérer à l'idée qui saisit le tout, le principal. On va faire quelles sont les 4 contradictions que vous avez mentionnées? Comme le capitalisme nature, c'était la 4e, mais il y en avait 3 là. Il demande juste un résumé pour D'accord. La contradiction capital-travail, bon, c'est celle qui est privilégiée par les marxistes. Bon. Pardon. Capital-travail. Et préparez des questions. Si vous avez des questions, signalez-moi. Après, celle que moi j'ai travaillée personnellement, c'est la contradiction capital-individualité. Et puis, il y a la contradiction traitée par les altermondialistes, qui est la contradiction capital-démocratie. Et après, les écosocialistes ont plutôt développé la contradiction capital-nature. Merci.
peut-être ouvrir la discussion de façon... Ouais, Just one more question. At times when you talk about different forms of domination that are not capitalist, you mentioned a few times gender. So I'm curious, when you talk about gender domination, and even at one point you mentioned colonialism, are these other forms of domination not related to capitalism, especially gender domination? Or is it also capitalist nature, or are they related to? Oui. Je pense que ça serait la même chose avec la domination coloniale ou postcoloniale, ou la domination de genre, donc, ou même ce qu'on peut appeler, qu'ont beaucoup travaillé les anarchistes, la domination politique, qui ont un peu laissé de côté les marxistes, notamment l'étatisme. C'est que ces formes de domination ont des intersections avec le capitalisme, puisqu'ils sont dans une société dont une des caractéristiques est d'être capitaliste. Et par exemple, dans la domination masculine, il y a des intersections à travers l'inégalité salariale entre hommes et femmes dans les entreprises, hein, entre le capitalisme et la domination masculine. Voilà une intersection. Il y a des interactions, c'est-à-dire que la domination masculine donne, disons, une certaine tonalité au capitalisme, et le capitalisme va donner une tonalité à la domination masculine. Donc il y a à la fois des intersections et des interactions et une autonomie. C'est qu'en même temps, c'est pas le capitalisme qui crée la domination masculine, et c'est pas la domination masculine qui crée le capitalisme. Hein. Donc c'est à la fois deux logiques de domination autonomes, mais avec des intersections, avec des interactions. C'est comme ça que je les perçois. Dans quelque chose qui pourrait être relié, donc on pourrait appeler, comme Poulantzas, une formation sociale. C'est-à-dire une société à un moment donné, c'est une sorte de produit d'un processus composite qui va agréger différentes formes de domination ou de non-domination en mouvement. Bon. The three hands that I saw, does anyone want to follow up immediately on this, or you have different questions? No immediate follow-up? Tim, why don't we start? Yeah, sure. Alors, je comprends, mais je ne parle pas français, en anglais. So I'm just interested, I guess it's maybe a methodological question more than anything. In terms of the use of popular culture, artifacts of popular culture, pop songs and that kind of thing, and whether or not this kind of gestures towards this kind of fragility or contradictory nature of capitalism. So yeah, in methodological terms, if you approach a pop song and you say it kind of gives us these theoretical keys, is this imminent to the art form itself, to the pop song? Does it kind of contain an inherent sort of points of resistance to sort of a capitalist logic which also produces it? Or is this, do we use these artifacts to kind of retroactively read, you know, a theoretical critique we might have? Do they just sort of, are they symptomatic? Or, yeah, that's essentially the question. Oui, non, c'est bon. Alors, mon usage des cultures ordinaires ou populaires, que ce soit la chanson, le cinéma ou les séries télévisées, elle prend sens dans une vision que j'ai empruntée en partie à Wittgenstein autour de la notion de jeu de langage. Jeu de langage, donc, c'est-à-dire un ensemble de discours au sens large qui sont inscrits dans des types de formes de vie et des types de pratiques différentes. Et à partir de jeux de langage, un biologiste français, Henri Atlan, a dérivé, pour ce qui concerne la connaissance académique, l'idée de jeu de connaissance, comme la philosophie ou la sociologie. Donc, ces jeux de connaissance ou ces jeux de langage ont des registres spécifiques, avec des pratiques professionnelles spécifiques, avec des formes d'intelligibilité spécifiques et donc des rapports à la vérité propres, qui ne sont ni ceux de la sociologie, par exemple à travers la question de l'enquête, ni ceux de la philosophie à travers l'importance donnée au travail conceptuel ou, disons, à la tradition philosophique, au commentaire des textes philosophiques. Mon hypothèse, c'est que dans ces jeux de langage et ces jeux de connaissances se travaillent des questions similaires
mais sous des formes différentes, qui n'ont pas exactement le même sens puisqu'on n'est pas dans le même cadre pratique. Bon. Et donc, le problème théorique qu'on se pose, nous, à l'intérieur de la théorie critique, de savoir est-ce qu'on part des capacités ou est-ce qu'on part des incapacités des personnes. Ce n'est pas le même problème que pose Michel Jonas dans sa chanson en 1975. Mais dans le cadre d'une chanson qui vise à rendre compte d'une expérience ordinaire, il exprime dans le registre de la chanson la question du rapport aux capacités, aux incapacités. Et donc il y a un intérêt pour les sciences sociales ou pour la philosophie à essayer d'aller aussi puiser dans l'intelligibilité propre de ces formes de culture populaire pour les retraduire dans le jeu de langage de la science sociale ou de la philosophie, en leur donnant donc un sens différent des chansons. Par exemple, ça sera un projet imposé, mais j'ai un projet en cours avec toujours la philosophe Sandra Laugier, de partir d'une série télé américaine qui s'appelle American Crime, qui nous a beaucoup marqué, dont on pense, il y a 3 saisons, malheureusement il n'y aura pas de 4e saison semble-t-il, dont on pense qui tourne autour des problèmes d'intersectionnalité, on peut dire. Hein. American Crime. C'est ABC, le réseau sur lequel ça a été. Le projet de l'article, c'est de dire en quoi American Crime est un défi pour la philosophie morale, parce que c'est son domaine, la philosophie morale, et pour la sociologie critique. C'est-à-dire, c'est pas ce que font habituellement les sciences sociales et la philosophie en cherchant dans les séries télévisées, par exemple, des illustrations de leurs problèmes, mais c'est comment, en fait, la série, dans son jeu de langage propre, traite mieux que nous, sociologues ou philosophes, des questions qui sont les nôtres. Et donc, comment on a intérêt à rapatrier, pour changer nos concepts et nos regards, des choses qui sont traitées dans le cadre des écritures populaires. Donc, sans doute que cet article, s'il paraît, sera très mal vu dans le milieu académique, parce que cette idée que les sciences sociales ou la philosophie pourraient apprendre des cultures populaires, pas simplement... Aujourd'hui, il y a un engouement pour les cultures populaires, mais comme illustration des problèmes des sciences sociales et de la philosophie. Pas comme lieu où on va aussi puiser de nouvelles formes d'intelligibilité. Mais il faut bien avoir en tête que c'est une intelligibilité dans le cadre du jeu de langage. C'est pas le même type de raison. Par exemple, dans une forme de série ou cinématographique, c'est ce qu'on pourrait appeler une raison sensible. Hein, c'est pas une raison théorique. Bon. Je me suis bien rendu compte de ça parce que j'ai pratiqué quelque chose. J'ai trouvé que par hasard, après 95, on m'a demandé d'être scénariste d'un film de fiction. Et donc j'ai participé à la réalisation d'un film. Un film qui alors, en 99, a été sélectionné au Festival de Cannes. Il s'appelait Nadia et les hippopotames, qui est un film de fiction sur les grèves de 1995, de Dominique Cabrera, la réalisatrice. Et donc, je me suis vraiment posé la question, par le scénario, puis le tournage, puis le montage avec la réalisatrice, comment, moi j'arrivais avec mes problèmes de sociologue, comment, en fait, on va traduire dans un registre complètement différent des problèmes similaires qui vont prendre un autre sens. Bon. C'est des jeux de langage. Voilà. Ouais. Voilà. If anyone wants to pick up immediately on a question, like a follow-up, then wave your hand ferociously. Otherwise, I'll just work through the order. Agatha? Oh, Gil, is that a ferocious hand wave or a gentle? My question was a follow-up. Oh. You write in the, thank you, by the way. You write in the text that we looked at that you make a systematic usage of these transitions or translations of concepts and problems from one language game to another. And I was wondering if you could speak a little bit about what makes this usage systematic, especially given that elsewhere you are quite critical of the kind of systematicity that we get with the grand theory, or the totalizing sorts of theory, and its idea of systematicity. So what makes for the systematic usage that you try to make of these sorts of transitions and translations?
systématique et puis le problème de la traduction. Oui, c'est pourquoi l'usage, à un moment donné, vous dites l'usage systématique des traductions et des passages entre les deux langages. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cet usage systématique qui est positif alors qu'il y a tellement de critiques de la systématisation, etc. Oui, en fait, je sais pas, je me rappelle pas avoir utilisé trop le mot systématique. Pourquoi? En fait, dans mon travail sociologique, je suis très marqué par, disons, l'éthique artisanale du travail intellectuel qu'on trouve chez un sociologue américain qui est Wright Mills. Bon. Et qui, justement, notamment dans son livre sur l'imagination sociologique, a construit cette idée d'éthique du travail intellectuel, une éthique artisanale, contre la grande théorie et contre l'empirisme. Bon. En trouvant une autre voie. Bon. Donc, c'est une des sources, disons, dans les sciences sociales de rupture avec l'idée d'intégration systématique. Donc, mon usage de la traduction d'un jeu de langage dans un autre, c'est, comment dire, un des poumons pour dynamiser soit la philosophie, soit la sociologie critique. Qui est un poumon différent, par exemple, de l'enquête que j'ai beaucoup pratiqué, disons, au début de mon travail de sociologue, où je faisais beaucoup plus d'enquête empirique. Bon. Donc, c'est pas un appel à abandonner les enquêtes empiriques. Et d'ailleurs, les enquêtes empiriques, il y a différentes modalités. L'observation ethnographique, je l'ai fait beaucoup pour ma thèse, les entretiens, etc. Il y a différentes modalités. Il y a les études quantitatives. Bon. Donc, c'est pas l'idée que les traductions entre jeux de langage vont devenir systématiques et vont permettre de construire la nouvelle théorie systématique. C'est ajouter, disons, un type d'outil à notre artisanat intellectuel. Mais un outil qui n'était pas utilisé parce que les cultures populaires, disons, sont dévalorisées, ça c'est par rapport aux cultures populaires, ou parce que la spécialisation, la division du travail fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'écris des textes dans des revues de sociologie ou dans des revues de philosophie. Mais c'est très mal vu dans une logique de carrière en France. Parce que dans une carrière, on est soit dans une discipline, soit dans une autre. Donc si on écrit dans des revues de disciplines différentes, ça crée des perturbations pour l'évaluation bureaucratique de votre carrière. Parce que vous ne pouvez pas être sociologue et philosophe. Vous êtes ou sociologue ou philosophe. Donc toute la structure bureaucratique est dans la logique de spécialisation des savoirs. Et donc les stimulants matériels de reconnaissance professionnelle, etc. sont là-dedans. Et donc le simple fait de développer des dialogues entre la philosophie et la sociologie est d'une certaine façon mal vu, malgré les discours généraux qu'on entend sur le caractère pluridisciplinaire, etc. Donc sur ces deux plans, pour les cultures populaires parce que c'est dévalorisé, pour le rapport entre philosophie et sociologie, c'est parce que la spécialisation des savoirs, en fait, rend difficile en pratique le fait de pratiquer les deux. Donc c'est simplement un poumon différent, ou des outils différents. Par exemple, dans une partie de mon livre, l'outil de la philosophie va permettre d'aider à clarifier des présupposés des sciences sociales. Alors j'ai pris dans le livre deux grandes catégories de présupposés, ce que j'appelle les présupposés anthropologiques, c'est-à-dire les conceptions implicites de la condition humaine qui sont engagées dans les concepts de la sociologie, sans que les sociologues en soient nécessairement conscients. Et ce que j'ai appelé aussi les présupposés historiques ou modèles d'historicité, c'est-à-dire la vision implicite des rapports entre les temporalités et l'histoire qu'engagent les sociologues dans leurs modèles, sans qu'ils en soient conscients. Et pour la question de l'historicité, par exemple, passer par la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin, ça aide pour casser l'évidence qu'il n'y aurait qu'un rapport à l'historicité dans les sciences sociales qui serait le modèle linéaire, évolutionniste linéaire. Bon. Et donc là, la philosophie est utile pour, en fait, rendre plus mobile la sociologie et plus réflexive.
Donc c'est plus dans cette logique artisanale que dans l'idée d'une construction d'une théorie systématique. Agatha? Ah non, il y a trois personnes. Go ahead. Merci. Je voulais vous demander une question. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos des pratiques d'intimité et qu'on trouve déjà dans les pratiques ordinaires. Je pense que c'est une proposition, en fait, de Wittgenstein dans cette perspective, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos de la pratique d'intimité. Et je vois ça comme mode dans quelques pensées anti-travail maintenant américaines, je pense, non seulement de Negri et Arp, mais aussi de la pensée de Jim Livingston, qui propose qu'on se sait déjà comment aider et comment avoir confiance dans nous. Ça veut dire qu'il existe déjà des pratiques sociales et relationnelles qui sont émancipatrices. Et je suis intéressée par ça, mais aussi dans la théorie féministe, il y a une critique précisément de ces relations qui nous semblent ordinaires, très naturelles, et de l'intimité, en fait, de l'idéologie de l'amour et tout ça. Et je voulais vous demander si vous pouvez parler de cette conception qu'il y a déjà des pratiques de confiance sociale qui sont émancipatrices. Parce que je pense qu'il y a quelque chose là, mais je voulais vous entendre parler un petit peu plus. Oui, dans le travail que j'ai effectué sur cette série Ally McBeal, sur la réception de la série, je me suis posé cette question. C'est-à-dire, en posant la question, une partie de ce que j'ai appelé imaginaire utopique est occupée par la figure du prince charmant. Donc, est-ce qu'on ne doit pas interpréter d'un point de vue féministe ça comme une aliénation à la domination masculine? Donc, c'est une question que je me pose. Alors, il y a deux types de réponses, je pense, par rapport à ça. La première réponse, c'est que si on se donne plusieurs formes de domination, elles ne sont pas nécessairement intégrées, et donc quelque chose qui est critique dans un rapport à une domination peut être au contraire acritique dans un autre rapport. C'est-à-dire que par rapport à la domination masculine, le prince charmant peut être la soumission à un stéréotype masculin, une vision de l'amour, mais dans le rapport au capitalisme, c'est subversif. Donc, si on ne se donne pas une intégration de toutes les dominations, ça veut dire que quelque chose qui peut être aliénation dans un type de rapport de domination peut être, au contraire, une résistance à un autre. C'est le premier type de rapport, hein, si on ne se donne pas une intégration de l'ensemble des formes de domination. Le deuxième type de rapport, ça renvoie aussi à des travaux qu'a fait un sociologue français qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, notamment dans un livre qui s'appelait La femme seule et le prince charmant, qui était une analyse sociologique de ce qu'il appelait les femmes solos, c'est-à-dire des femmes célibataires, et de la pression notamment du milieu social pour qu'elles se marient. Et il montre que dans ces femmes seules, la figure du prince charmant joue un grand rôle. Alors il se pose la question. Et j'ai retrouvé ça dans les entretiens autour d'Ally McBeal. C'est que dans les cas qu'il analysait, dans beaucoup de cas que j'ai rencontrés, la figure du prince charmant n'est pas quelque chose associe de manière forte les femmes à un stéréotype masculin, à une dépendance masculine, mais dans la plupart des cas, au contraire, c'est quelque chose c'est une ressource intime qui accompagne l'autonomisation professionnelle. C'est-à-dire le plus souvent, c'est des femmes aussi qui sont dans l'autonomisation professionnelle, qui vont justement avoir ce modèle qui va être en fait une ressource intime dans une trajectoire d'autonomisation professionnelle et pas du tout de dépendance à un homme, puisque justement la plupart de ces femmes finissent par ne pas se marier ou ne pas vivre en couple. Bon, hein. Donc, ça veut dire que une même figure, le stéréotype du prince charmant, peut être une soumission à un stéréotype, disons, de la domination masculine. En tant que stéréotype de la domination masculine, peut, dans le rapport au capitalisme, jouer un rôle critique.
et que dans certaines situations, c'est pas quelque chose qui arrive à une dépendance par rapport à l'homme, mais au contraire, c'est une forme symbolique qui crée une sorte d'horizon. Finalement, je reste pas avec celui-là. Je pense à des entretiens que j'ai eus. Finalement, en fonction de mon idée du prince charmant, ça ne correspondait pas, et donc j'ai préféré ne pas le faire, etc. Ça a accompagné au contraire une trajectoire d'autonomie. Bon. Et donc, on ne peut pas nier qu'il y a un rapport entre le stéréotype du prince charmant et la domination masculine, mais on ne peut pas en faire que une forme d'aliénation à la domination masculine, à mon avis. I know that there are about 3 more questions, and we have a bit of time issue. But maybe we'll get all 3 questions on the board, and then we can have a broader discussion about them. Andres, Fanny, and Jonathan, I believe. Well, mine, thank you, and mine is actually about Ali McBeal. And so the way that you frame perhaps your rejection of a Marxist like kind of critique of false consciousness, like they are just indoctrinated, and it seems to me if you take that whole conception of ideology as false consciousness, but there's been in Marxism a lot of work done on criticizing ideology, not so much as false consciousness, but as a way of interrogating why does it take that form? Why does French people need to desire through Ali McBeal, which is not the question of this is false, you're being, but actually a question of the ordinance of the game of language and why desire needs to be mediated by this particular kind of artifacts. And it seems to me that that question doesn't get you into the aporia of either this is full domination and then you cannot read the value or the kind of anti-capitalist valuation that you're reading, but it also doesn't get you into the romanticization of Prince Charming and Ali McBeal as being potentially anti-capitalist, which I find hard to do. Great. Should we get the others? Fanny, you had a follow-up. Right? C'était moi une question, une sorte d'observation et que j'ai l'impression de faire et j'aurais voulu avoir votre avis. Je pense en effet qu'on observe énormément de gestes d'émancipation des individus un peu partout dans différentes sphères, le travail, la famille, etc. Et de nombreux sociologues se sont penchés là-dessus et ont pu l'observer de façon pratique. Et en même temps, donc ça ce serait les sortes d'émancipation plutôt intimes à une petite échelle. Et en même temps, quand on regarde les choses de façon plus globale, on a quand même cette sensation que quelque chose nous écrase en fait. Et que ces formes plus intimes ne mènent pas à quelque chose de plus grand. Et pourquoi je dis ça? Mais je sais pas, c'est une sorte d'intuition parce que vous parlez dans l'introduction de votre livre du printemps arabe, etc. Et il me semble que c'est pas relié à ces formes d'émancipation intime, en fait, ce serait plutôt une sorte d'événement, quelque chose qui surgit. Alors, je sais pas, on pourrait discuter l'idée de surgissement, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas que c'est pas relié à cette émancipation à une échelle plus petite. Donc, comment on peut relier les choses par rapport à cette question d'émancipation, en fait. Voilà. Thank you. So my question is about, I guess, the epistemological method, and I feel like it's sort of been phrased in a slightly different way, but I'm wondering about the use of language games, which in many readings of Wittgenstein is taken as a descriptive account, and here you're using it sounds at times, as an evaluative one. So it seems like you want to recognize that discourses are language games, and yet within the Wittgenstein framework, it seems like deciding kind of contradictions between different language games, or judging one language game as that's impossible. That would, as
correct or incorrect is precisely impossible because of the structure of a language game. So I'm wondering how, for example, in the chapter that we read, you can categorize one type of sociology as critical and reflexive and another as not, and yet they're both just language games, right? Which would seem like a kind of, as Wittgenstein would say, grammatical fiction from one language game onto another, if that makes sense. Bien, les deux premières questions ont un rapport. Et donc peut-être que je vais associer la réponse. Pourquoi avoir choisi une série télévisée? En fait, au départ, quand j'ai commencé cette enquête, je cherchais à faire une enquête sociologique sur l'intimité. Mais évidemment, comment des personnes qu'on ne connaît pas vont parler à une personne extérieure, un sociologue, de leur intimité? Donc le risque, c'est que le sociologue, soit il va faire une investigation au plus proche de lui, avec un espace social assez limité, soit il va avoir des discours généraux sur l'intimité dans des entretiens, qui ne vont pas être très utiles. Et en discutant avec des étudiants autour de séries télévisées, je me suis dit, tiens, peut-être que si j'interroge des personnes sur leurs séries préférées et sur les personnages préférés de leurs séries, elles vont me parler de leur intimité. C'est ce qui est arrivé. On a fait d'abord des entretiens exploratoires, et c'est arrivé. C'est-à-dire des gens que je ne connaissais pas, j'ai fait des petites annonces dans des journaux féminins par exemple, des personnes que je ne connaissais pas, me déployaient toute leur vie sentimentale parce que je les interrogeais sur leurs personnages préférés dans une série. Et donc ça c'est un problème méthodologique pour l'enquêteur, c'est-à-dire comment accéder à des formes intimes par rapport à un étranger. Il se trouve que le fil du rapport à sa série préférée et à des personnages, parce que les gens dans les entretiens faisaient des va-et-vient constants entre leurs propres expériences et les expériences de la série. Leurs déceptions sentimentales, leurs déprimes, etc. Se comparer aux personnages. Bon. Avec des différences sociales. Les gens qui avaient un plus haut niveau social se comparaient à la dimension, disons, d'autonomie professionnelle du personnage de la série, qui est une avocate bostonienne, bon, qui a de l'argent. Mais dans les couches les plus populaires, par exemple, je pense à une femme de ménage, issue d'une famille très pauvre, l'autonomie professionnelle, l'avocat, ça n'a pas de sens. Et donc elle se projette uniquement dans la vie sentimentale. Mais à un moment donné, elle me dit dans l'entretien, ça m'aide à verbaliser mes propres émotions. Et elle ajoute, eux, ils ont les mots que je n'ai pas. Donc elle l'utilise même comme ressource de réflexivité par rapport à sa propre vie ordinaire. Elle n'est pas dépendante de la série, puisque par exemple, quand je l'interroge sur la série, il y a 5 saisons, et le propre de cette série qui est plutôt humoristique, mais tragique sur le fond, puisque finalement Ali McBeal ne trouve pas le prince charmant à la fin. Quand je l'interroge 2 mois après le dernier épisode de la dernière saison sur ce qui s'est passé, elle me dit, moi ça s'est bien passé, elle est partie avec son amoureux. En fait c'est faux. Donc je la laisse développer cette idée qu'elle est partie avec son amoureux. Puis je dis non mais c'est pas exactement ça qui s'est passé. Après j'interviens en disant, elle avait même changé la fin. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui est vu qui est approprié. Hein. Les gens prennent pas ça comme quelque chose qui s'imprime. Elle invente une nouvelle fin à la série. Celle qu'elle veut. C'est-à-dire elle est partie avec son amoureux. Au bout du compte, on peut trouver le prince charmant finalement. Contrairement au message de la série. Donc, il y a un rapport particulier entre les séries, notamment aujourd'hui, et sa propre vie ordinaire et des va-et-vient que font les gens eux-mêmes. Ils ne le font pas simplement face aux sociologues, ils le font dans leur famille, ils le font au travail devant la machine à café, ils le font sur Facebook, ils échangent sur ce qui se passe, etc. Et donc, en fait, il y a une sociabilité ordinaire avec des va-et-vient entre ces expériences et la série qui s'établit. C'est-à-dire que le rapport même à la série devient une dimension de la vie ordinaire. Ça, c'est un élément, il me semble, important. Alors,
c'est pour ça que, évidemment, prendre les choses comme ça rompt avec cette idée de fausse conscience marxiste, ça c'est sûr, qui n'est pas, cette idée de fausse conscience n'est pas dominante chez les marxistes, c'est un courant qui l'a développé et c'est une des formes. Bon. Ce qui est indiqué là, ce que j'appelle imaginaire utopique, c'est des potentialités. Et je reviens à l'idée de contradiction du capitalisme chez Marx. Qu'est-ce que c'est qu'une contradiction du capitalisme? C'est un ensemble de contraintes structurelles sur les individus, et en même temps, ces contraintes structurelles ouvrent des possibilités d'émancipation. C'est comme ça que Marx envisage la contradiction capital-travail. Dans le manifeste communiste, Marx et Engels disent la bourgeoisie a créé ses propres fossoyeurs. Bon, ça veut dire que le capitalisme crée les prolétaires qui vont le renverser. C'est une potentialité. Et ça répondra à la deuxième question. Cette potentialité ne peut exister que si elle est politisée. S'il n'y a pas des syndicats, un mouvement ouvrier, des partis socialistes à partir du XIXe siècle qui politisent les potentialités de la contradiction capital-travail, qui créent une politique autour de l'idée d'exploitation, eh bien la potentialité de la contradiction capital-travail n'existe pas. Ça reste une potentialité. Si il n'y a pas de forme politique qui politise la contradiction capital-individualité, elle demeure une potentialité. Or, aujourd'hui, il y a un problème, c'est-à-dire il y a cette contradiction capital-individualité, notamment dans les sociétés individualistes contemporaines, et en même temps, il faut prendre en compte l'histoire des formes de mobilisation sociale, des organisations, des syndicats, etc. Cette histoire, elle est marquée par ce que j'appelle la domination du logiciel collectiviste. C'est-à-dire que peu à peu, pour le cas de la France, je fais remonter ça après la guerre de 14-18. Avant, au XIXe siècle, les choses sont beaucoup plus fluides. Les choses se figent après la guerre de 14-18. Pour ce qu'on appelle la gauche et le mouvement ouvrier, le socialisme, c'est le collectif, et le capitalisme, c'est l'individu. En gros, c'est ça. C'est ça l'imaginaire qui devient dominant après la guerre de 14-18. Ce qui fait que la politisation proposée par les anticapitalistes n'est que collective. Et d'ailleurs, les propositions, on parle de services publics, on parle de salaires, etc. C'est-à-dire que le langage même ne s'adresse que aux formes collectives, parce qu'il y a cette inertie de l'histoire des formes de mobilisation qui est sur ce logiciel collectiviste. Il y a des formes culturelles qui politisent autrement. Dans la chanson, dans le rap par exemple, qui politisent l'oppression et qui associent intimité et critique des structures d'oppression. On le trouve au cinéma, on le trouve dans les séries. Il y a donc des formes culturelles qui politisent. Mais les formes organisées anticapitalistes, syndicats, partis, associations, sont largement, en tout cas en Europe, en Amérique latine, etc. C'est un peu différent en Amérique du Nord. Mais bon, il y a une histoire particulière du mouvement ouvrier, il y a une marginalisation du mouvement ouvrier, il y a une place particulière de l'individu qui n'existe pas complètement en Europe, en Amérique latine, etc., où les mots individu et individualisme sont des mots négatifs, et particulièrement à gauche. Et plus on est à gauche, plus individu et individualisme sont des mots négatifs. Bon. Et donc il est difficile de politiser des choses qui concernent l'individualité, ce que j'appelle les individualités blessées, alors que cette idée d'individualité n'est pas reconnue comme existant, bon. Et donc à laquelle on peut s'adresser. Donc il y a une vraie disjonction entre les constructions collectives organisées et ces potentialités d'émancipation qui, en tout cas celles qui sont individualisées. Dans les événements dont vous parlez, on peut parler des révolutions arabes, mais par exemple, même simplement une grève dans une usine, bon. Tous ceux qui participent ou ceux qui ont participé à des mouvements sociaux comme ça ou à des grèves, etc., un élément important du surgissement de cette interruption, c'est que les rapports entre collectif et intimité sont posés autrement et que des choses se libèrent de ce côté-là. Contre, disons, le cadre des syndicats, des partis, etc., qui encadrent les mouvements.
Donc dans les événements, ça ressurgit. Parce que ça casse la routine du travail quotidien et ça fait ressurgir, ça remet en relation des choses qui sont souvent séparées. Donc l'événement, oui, permet souvent de faire ressurgir. Je pense à la grève, à des mouvements de manifestation, à des moments, disons, d'interruption, dont parle Rancière. Et c'est là où il y a une mise en relation de cet aspect et des formes organisées. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est la disjonction entre l'histoire des formes d'organisation et le développement des contradictions du capitalisme qui touchent l'individualité et qui n'intéressent pas les anticapitalistes. On va peut-être terminer alors sur la question des jeux de langage. Mon rapport à jeu de langage, c'est bien un rapport descriptif. C'est-à-dire, il s'agit de penser des formes de registres langagiers au sens large qui sont inscrits, qui ne sont pas des formes autonomes langagières, mais qui sont inscrits dans des formes de pratique et des formes de vie différentes. C'est pas clair chez Wittgenstein à mon avis, mais en tant que sociologue, ce que je vois, c'est quand il y a des formes de langage qui sont inscrites dans des formes de pratiques différentes, il y a souvent des intersections. Parce qu'il y a des intersections dans les pratiques et les formes de vie. C'est pas exactement la même forme de vie, mais en même temps, il y a des éléments communs. Bon. Donc, ça donne un support, disons, à la question de la traduction, qui ne me semble pas posée complètement chez Wittgenstein. Moi, la question de la traduction, en tant que sociologue, elle est venue par la discussion dans les années 80-90 des travaux d'anthropologie des sciences de Bruno Latour. Parce que la question de la traduction était, à un moment donné, chez Michel Callon et Bruno Latour, ils ont un concept clé des questions de passage, disons, d'univers de sens différents, donc d'univers de pratique aussi. Donc, évidemment, je me suis intéressé, là, j'ai essayé de donner quelque chose qui n'existe pas tel quel chez Wittgenstein, mais qui a été un peu tiré dans ce sens par ce biologiste français Henri Atlan, avec l'idée de jeu de connaissances. C'est l'idée de traduction entre des jeux de langage différents, des jeux de connaissances, et donc, en fait, je donne une portée épistémologique à ce cadre. C'est-à-dire comment penser. Le travail, en fait, l'activité professionnelle du sociologue n'est pas exactement la même activité professionnelle du philosophe. Bourdieu a parlé de champ pour montrer que ce n'est pas exactement le même espace d'enjeu, etc. Mais même c'est les pratiques professionnelles qui ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des intersections. Il y a des tas d'éléments communs dans le travail en même temps. Donc les formes de vie, d'activité ne sont pas complètement hétérogènes, ce n'est pas complètement les mêmes. Je m'en suis rendu compte en participant à la production, à la création d'un film de fiction. Le jeu de langage du cinéma, c'est pas le jeu de langage de la philosophie, le jeu de langage de la sociologie. Bien que si la réalisatrice a fait appel à moi pour faire un film sur un mouvement social qu'il y avait eu en France, mais un film de fiction, c'est parce que j'étais sociologue. Donc j'ai incorporé dans le jeu de langage cinématographique des questions de sociologue, mais qui ont pris un sens différent et qui ont été traduites. Pour moi, ça a été un moment très important pour construire ce cadre, parce que je l'ai fait en pratique, et donc je me suis mieux rendu compte de la question. Voilà. Donc, je pars de cette idée de Wittgenstein, et, disons, je lui donne un usage épistémologique, et j'ajoute en partie cette question de la traduction, qui est pas une question explicitement posée par Wittgenstein, à ma connaissance. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci Philippe Corcuff d'être venu et d'avoir participé. Je tiens à remercier nos traducteurs qui ont fait un travail.